Bonjour, bonjour les amis. Nous sommes le mardi 3 juin 2014 en jour feuille du calendrier lunaire. C'est une lune descendante. Et donc je suis en train de planter les poireaux dans notre bac des incroyables comestibles à Colleroy-la-Roche. Et je vous propose que nous réalisions notre maquette, notre numéro 0 de la télé des incroyables comestibles qui va s'appeler 1, 2, 3 Soleil. Et ensemble, nous allons mettre au point la grille de notre programme, si vous le voulez bien. Ça sera très simple à réaliser. 1, 2, 3 Soleil. 1, ça sera donc le format avec l'actualité des incroyables. 2, on organisera un dossier à thème. Et puis 3, nous verrons ensemble les techniques de jardinage, de cuisine en rapport avec notre sujet des incroyables comestibles. Le soleil, c'est la récompense, la cerise sur le gâteau, c'est la fête du partage. Pour notre maquette du numéro 0, premier thème, premier sujet, un petit clip vidéo de Alain Pagès avec les incroyables comestibles de Landes en Auvergne. C'est pour montrer ce qu'on peut réaliser avec un petit caméscope ou un téléphone portable, très simple, le démarrage des incroyables comestibles dans votre commune. Les incroyables de Alain Pagès à Landes ont compté parmi les tout premiers au moment du démarrage en France en été 2012. Donc regardons ensemble ce premier sujet pour vous donner de l'inspiration et qu'à votre tour vous puissiez envoyer vos clips vidéo. Je fais mon plan et puis après, tu vois, j'en avais plein, j'ai un carré. Les saisons, des fois, ça jusqu'au mois de novembre, on a du soleil, mais il y a des fois, à partir du mois de septembre. Ouais. Mais ça durera bien, on mangera septembre. Ouais, à Noël, avec la bûche. Non, mais comme les impôts, là, d'ici, il y en a, ils ne repartent. Allez, Mustapha, toi. Oh, je vais pas mettre les niveaux pour moi là. C'est moi, Mustapha, allez. Allez, hop. Est-ce qu'il est droit le pied de tomate? Ouais. Les salades, il n'y a pas besoin de les arroser parce que nous en avons largement assez. Les tomates un petit peu. Partout, sans arrêt. Quand 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 10 000, 6 mètres, après, c'est extraordinaire. Tu vois, dans la rue, je trouve dans la rue. Les spots belles, ça là. Ah oui? Formidable. Avec rien. Mais oui, avec rien. Mais les gens vont croire que c'est de la menthe. Ça qui a poussé? Eh non, j'ai tous les matins. Un fraisier, oui. Il a mis du thym. Un petit panier, Du thym, de la ciboulette. Je choisis une. Je n'arrache pas, je coupe les feuilles. Oui. Bon, mais je vais couper celle-là. Elle voit bien celle-là. Oui, moi aussi, je la trouve belle. Tendre, elle doit être tendre. Pas si bas. Plus haut possible. Ah bon? Oui, ben oui, sinon après ça redémarre pas. Hachi, parce qu'elle repousse. Oh, voilà la belle Ah, elle est salade. bien. Ouais. Regardez, c'est les belles cette salade. Voilà. Ici, on vend des bonnes salades pas chères. Ici, on vend des bonnes salades à cher. C'est-à-dire que... Moins cher, on peut pas trouver plus. Non, et puis c'est du bio, hein. Tu les as tous convaincus, tes voisins? Non. J'ai convaincu personne. Non, enfin, je veux dire. Bon, c'est quoi, là? Dis, Faut faire attention au moindre mot, là. Non, pas moi, lui. Oh, Non, mais il y a une petite... Pascal. Une petite prolongation. C'est les filles qui me font faire la relaxation et la rigologie, c'est moi je leur fais faire un peu en Ça même va être temps. bonheur, hein, pour me relaxer. Hein. Bonjour. Ça j'avais un peu envie, puis après j'ai dit ça, non, ça se fait plus. Avant les pilules qui le faisaient, plus maintenant il met moins d'herbe. il est joli votre plan, hein. C'est comme ça, c'est pas tout très beau. J'ai juste mis la pancarte. Ah, bah c'est Non, c'est le voisine d'en face, elle est pas là, elle est partie se faire couper les cheveux. Ouais. Comme il n'y avait pas de courgettes, elle a dit il faut que je trouve quelque chose à couper. Ouais. J'arrose nos pieds de fraises dans les pots qui ont été peints par Véro dans notre rue de Colleroy-la-Roche et bientôt on va avoir de magnifiques fruits et les passants adorent venir se servir et en même temps ça crée du lien et de l'amitié dans notre quartier.
Pour notre deuxième sujet, le dossier, je vous propose qu'on regarde ensemble Vie et mort du sol de Claude et Lydia Bourguignon. Tout dernièrement, nous étions invités aux incroyables comestibles de Gaillac et Claude et Lydia ont eu la gentillesse d'apporter leur soutien aux incroyables comestibles. Alors, beaucoup les connaissent aujourd'hui en France puisque ce sont eux qui soutiennent la démarche de la vie du sol par leur étude avec leur laboratoire, le LAM. Et le documentaire Vie et mort du sol est vraiment à découvrir en famille, les enfants dans les écoles, pour tout le monde. On regarde ensemble ce magnifique sujet. On est en train de compter la faune de ce sol de jardin. Quand on commence, on met de la terre, on va la laisser sécher naturellement. Les animaux, pour quitter la zone qui sèche et qui chauffe, eh bien, ils vont descendre dans le fond. Et puis, comme leur tennoir est très glissant, ils sont piégés dans le petit pot. Et cette mesure dure environ entre 10 et 15 jours. Donc après, on va se mettre sous le microscope et on va les regarder et les compter. Là, on est sur un sol de jardin, donc il en a beaucoup. Hein. Bon, c'est un sol qui a eu du compost, donc il a beaucoup de matière organique. On voit là un columbole, là c'était un acarien. Nous, ce qu'on compte, c'est la quantité, mais surtout aussi la biodiversité. C'est-à-dire, parce qu'il y a énormément d'espèces. Là, par exemple, vous en avez 2 différents. Vous voyez, on les voit à peine. Et plus on aura de biodiversité, plus le sol aussi sera vivant. Alors, l'intérêt de cette faune, ça va être d'aérer les sols, de faire des galeries, d'aérer les sols. Et grâce à cette aération, en fait, le sol va être oxygéné. On aura aussi... À ce moment-là, on a des microbes et ces microbes vont permettre d'assimiler les éléments du sol à la plante et permettre de nourrir la plante. Là, il faudra mettre velu, je ne sais pas ce que c'est là. On dirait une larve de coléoptère. Mais oui. On estime qu'on connaît à peu près 10% de cette faune du sol. Ce n'est pas un milieu qui est très très étudié. Non. C'est un peu comme les gens trouvent que c'est ça. Les océans jusqu'aux années 60 qu'on ne connaissait pas du tout. Des espèces qui avancent lentement, d'autres très rapides. Dans le sol, vous avez 3 faunes. Celle que vous voyez là, qu'on vous montre, c'est celle qu'on appelle la faune épigée, donc qui vit au-dessus du sol. Son travail va être de manger la matière organique et la transformer en boulettes fécales. Ça la réduit en éléments fins, qui seront ensuite transformés en humus par les champignons. Donc vous avez les colamboles qui mangent des parties très très tendres de la matière organique. Les acariens sont déjà capables de manger des choses plus dures. Puis les gros myriapodes qu'on a vus passer, alors eux ils attaquent carrément des bouts de bois ou des choses beaucoup plus dures. Chacun va attaquer différents types de matière organique. Ensuite, vous avez une faune endogée qui mange les racines mortes, parce que quand une plante meurt, un blé meurt, toutes ses racines meurent et vont être mangées par une faune qui est... On retrouve un peu les mêmes groupes que la faune épigée, mais ils vivent alors eux tout le temps très en profondeur dans le sol. Et ils continuent à aérer le sol en profondeur en libérant des passages pour les futures racines qui viendront dedans. Puis enfin, vous avez celles que tout le monde connaît bien, qui sont les grands vers de terre, la faune anécie, qui, elle, tous les jours, sort de terre, vient chercher la matière organique, fait demi-tour, vide son intestin pour faire un turricule et descend. Eux, ils mélangent constamment, c'est les grands fabricants de sol, ils mélangent argile et humus pour former le sol. Nous, on fait ces études-là pour l'agriculteur. C'est-à-dire que l'agriculteur, s'il nous demande de connaître son sol, on va lui dire combien il en a par hectare. Nous sommes le seul laboratoire à faire de l'analyse physique, chimique et biologique. C'est-à-dire que nous, on fait les 3.
Parce que nous considérons qu'on ne peut pas interpréter correctement un sol si on n'a pas une approche à la fois physique, chimique et biologique. Et nous faisons en plus de l'analyse de sol. Nous ne faisons pas de l'analyse de terre envoyée par la poste. Nous allons sur le terrain avec l'agriculteur, on fait le profil et on regarde l'état de son sol. Et donc on regarde dans quel niveau de dégradation il est. Est-ce qu'il a perdu sa faune? Est-ce qu'il est déjà en lessivage? Est-ce qu'il a des problèmes d'érosion? Donc on regarde le sol sur les 3 plans et ensuite on rentre au laboratoire, on rapporte les différents horizons du sol, on les analyse et là on va conseiller l'agriculteur pour baisser les engrais, arrêter les labours, passer en semi-direct sous couvert ou apporter du mulch ou du bois raméal fragmenté. Disons qu'en fonction du niveau de dégradation du sol, on va lui apprendre des techniques qui remettent son sol debout. On a amené des engrais chimiques pour augmenter les rendements agricoles et ces engrais chimiques minéralisent la matière organique. Donc en France, on est passé de 4% de matière organique à 1,3%, puis voilà ce que ça donne. C'est qu'on a des sols qui prennent en masse et qui du coup ne sont plus capables de nourrir correctement les plantes. Alors, comme dit Lydia, on rentre dans le cercle infernal, on apporte de plus en plus d'engrais pour récupérer cette mort des sols. Là, on va regarder ce sol qui, déjà rien qu'au niveau de l'aspect, n'a rien à voir avec les autres, est beaucoup plus compact et je pense qu'on n'aura rien dedans. On va attendre, mais on n'a pas de faune. Il n'y a rien. On a du mal à se dire que c'est un sol. Regardez, c'est complètement compact, c'est lunaire, quoi. C'est toute une chaîne, ce qu'on appelle un itinéraire technique de l'agriculture intensive, ce qu'on a appelé la révolution verte, qui est une vraie catastrophe pour les sols, qui a donc amené des machines lourdes, labouré profond, mis des engrais chimiques et mis des pesticides, et cet ensemble qui a complètement détruit la biodiversité des sols. Ah oui, parce que la fertilisation, au départ, on a piégé les agriculteurs. La fertilisation, l'azote, le phosphore et le potassium, le NPK que tout le monde connaît, en fait, quand les agriculteurs ont commencé à le mettre, effectivement, ça a boosté, ça a augmenté les rendements de façon assez spectaculaire parce que les sols avaient de la matière organique. Donc, en fait, on les a leurrés parce que les fertilisants ont entraîné cette chute de la matière organique. Donc ça a permis de bourrer le crâne aux agriculteurs et de ne pas leur dire. Donc on vous dit, sans engrais chimiques, on ne va pas nourrir l'humanité. Mais on ne la nourrit pas en ce moment. Jamais il y a eu autant d'hommes qui sont morts de faim. Donc il faut qu'ils arrêtent de mentir. C'est faux. Les multinationales ne nourrissent pas l'humanité avec les engrais. Donc il faut arrêter de faire de la propagande. Et maintenant, ils ont une stagnation, voire même baisse des rendements. C'est-à-dire que les rendements n'augmentent plus et parfois même, dans pas mal de zones, ils baissent. C'est-à-dire à l'heure actuelle, sur la planète, il y a une baisse de la production de céréales mondialement due à la mort des sols. Malgré une multiplication par 10 de la quantité d'engrais depuis 1950, maintenant les rendements ils stagnent. Alors que la génétique continue à donner aux agriculteurs des plantes qui normalement devraient continuer à augmenter leur rendement, mais on ne l'observe plus du fait de la mort des sols, qui est devenu le facteur limitant de l'agriculture. Dans un sol vivant, enfin disons, si on prend un sol forestier par exemple, qui est un peu le top de l'activité biologique, vous comptez 3-4 milliards de colamboles à l'hectare, pareil en acarien, et on compte entre 1 et 4 tonnes de vers de terre. Donc nous, on essaie d'expliquer aux agriculteurs que s'ils copient ce modèle, ils vont avoir des sols fertiles. Maintenant, nous trouvons des sols agricoles où il n'y a plus du tout de colamboles, quelques acariens, et on est tombé, la France avait 2 tonnes de vers de terre dans les années 50, dans sa SAU, sa surface agricole, on est tombé à moins de 100 kilos. C'est vraiment un effondrement complet qui se traduit d'ailleurs par un effondrement de toute la biodiversité qui en dépend, disparition des perdrix, de tous les petits gibiers qui se nourrissent. Parce que quand une femelle de perdreau gratte avec sa patte, elle donne ces animaux-là à manger à ses petits, tous ces animaux-là. Quand il n'y a plus rien à manger, le perdrix disparaît. Quand le sol s'effondre, comme il est à la base de la pyramide alimentaire, c'est tous les oiseaux qui tombent, c'est tous les animaux qui vivaient de ça qui s'effondrent. Tout notre travail, c'est d'essayer de faire comprendre à l'agriculteur qu'il faut qu'il revienne à des itinéraires où en fait il va remettre de la matière organique dans les sols. Le système, c'est de ne jamais labourer et en fait l'agriculteur, il va faire qu'une chose, il va moissonner sa céréale ou la plante qu'il a semée. Il va essayer de garder les pailles les plus hautes possibles et directement dedans, là, dans cette végétation,
avec un matériel approprié, un semoir à disque qui va semer directement dedans, un couvert. Les racines vont structurer, vont faire le travail du labour. Hein. En plus, on va nourrir la faune, les feuilles vont tomber, les plantes vont mourir, donc on nourrit la faune. Et directement dedans, après l'avoir écrasé, l'agriculteur va semer directement dedans la nouvelle graine. Ce semi-direct, c'est beaucoup plus compliqué. D'une part, il faut qu'il gère, il faut qu'il réaccepte de faire de la rotation. Donc il faut qu'il connaisse bien son sol pour savoir quel type de rotation il va faire. Donc là, ça devient une agriculture, je dirais, plus scientifique. C'est une vraie réflexion. Pendant 3 ans, je vais faire ça. Donc il faudrait les accompagner, il faudrait qu'il y ait des itinéraires par les chambres d'agriculture. Là, on est vraiment dans une agriculture durable, parce qu'il y a moins de matériel, vous utilisez moins de fioul, on régénère les sols, donc vraiment au niveau du futur, il devrait y avoir même une obligation, je dirais, d'amener ces techniques-là, et que les pouvoirs publics travaillent sur les plantes de couverture et travailler avec le sol. Mais le sol, quand vous travaillez avec cette biodiversité, et cette faune et ces microbes, ben c'est gratuit et on n'est pas prêt à promouvoir ce genre de choses. Moi, je suis en admiration, je suis toujours émerveillée par ce qu'on voit. Regardez celui-là. Vous avez vu ? Je coupe les floraisons fanées pour avoir de belles présentations avec nos incroyables comestibles au pied des cardes ici. Et vous présenter maintenant le 3e sujet sur les techniques que nous allons partager ensemble avec les incroyables comestibles. Et dans ce premier thème, nous allons découvrir une recette de cuisine avec Véro sur l'alière. Donc l'alière est une plante sauvage comestible que nous avons trouvée à 20 mètres de la maison. Il en pousse partout autour du village et Véronique va, avec le sujet des saveurs et des couleurs, nous présenter cette plante sauvage et comment on peut la cuisiner. C'est un vrai délice. On va découvrir aujourd'hui l'alière, qui est une plante sauvage qui pousse un peu partout dans les, là où elle trouve de la place, dans les zones d'habitat, en lisière de forêt. Et donc cette merveilleuse plante, quand on la sent ou quand on la coupe, elle a un petit goût d'ail qui est délicieux. Et on peut l'utiliser pour les salades. On peut en faire un pesto. Il faut la manger crue parce que cuite, elle perd toutes ses propriétés et surtout elle perd son goût, ce qui est dommage. Donc là maintenant je vais cueillir tout ça et puis je vous retrouve tout à l'heure pour faire un pesto. Alors maintenant on va procéder au nettoyage des feuilles. Donc je vais séparer les feuilles, les tiges et puis les petites sommités de fleurs que je vais garder pour mettre dans ma salade. Je nettoie bien, je fais le tri entre les bonnes feuilles et les tiges. Puis surtout aussi pour regarder que j'ai pas de petites protéines en balade. Parce que j'ai pas trop envie d'avoir des petites protéines qui se baladent dans mon pesto. Voilà. Et donc je fais bien le tri entre avec mes feuilles. Et je vais garder les tiges aussi parce qu'elles sont excellentes. Et puis, on va... Alors, cette plante,
qui est donc de la lierre, et c'est de la lierre officinale, qui fait partie de la famille des brassicacées ou des crucifères. Et dans cette famille, on retrouve les choux, les navets, le radis, la moutarde. C'est une plante qui est très riche en vitamine C et qui était utilisée, paraît-il, autrefois par les navigateurs. Ils en emmenaient à bord de leur navire pour pouvoir en donner à leur équipage et leur éviter ainsi le scorbut. Elle est ensuite très bonne pour être utilisée en cataplasme quand on a parce que elle est antiseptique. Et puis, elle est connue aussi pour être exubérante, non, mais expectorante, oui, quoiqu'elle est exubérante aussi. C'est une plante qui est bisannuelle, donc qui pousse tous les 2 ans. Et elle a des petites graines. Alors, je cherche un endroit où vous montrer les petites graines. Voilà. Ici, là, voilà, on a des petites graines. Et ça va donner après ça des petites graines noires qui peuvent être conservées et séchées et qu'on peut utiliser dans un petit moulin après ça et qui donne un très bon goût aux salades. Voilà. Donc, je vais faire le tri de mes feuilles, de mes tiges. Et puis, je vais vous retrouver dans quelques secondes pour la préparation du pesto. J'ai lavé mes petites fleurs, mes petites tiges et mes feuilles. Maintenant, je vais les peser parce qu'il va falloir que je sache combien elles pèsent pour pouvoir mettre le même poids de pignon. Donc, je vais peser, puis je vais en garder un petit peu pour mettre dans la salade et mettre dans faire du fromage blanc avec aussi. Et peut-être même faire des œufs mimosa. Parce qu'on peut faire avec du pistou, on peut faire du beurre, que vous pouvez faire du beurre aillé avec. On peut faire des œufs mimosa, on peut le mélanger avec du fromage blanc. Enfin, donnez libre cours à votre imagination. Bien, là, j'ai 120 grammes. Le reste, je vais le garder pour la salade et pour mon fromage blanc. Et donc, maintenant, je vais prendre 120 grammes de pignons que je vais faire dorer légèrement, griller très légèrement dans une poêle anti-adhésive et qu'on mélangera tout à l'heure avec le hachis de feuilles. Donc j'ai fait dorer un petit peu, là je les ai bien fait dorer, mes petits pignons de pain, enfin moi je les aime bien dorés. Faut pas les cramer parce que sinon ça donne un goût amer. Voilà, puis je vais les laisser un petit peu refroidir. Et après ça, on va les passer à la moulinette avec les feuilles et les tiges d'alière. Maintenant, j'ai mis une partie des feuilles et les tiges dans mon hachoir électrique. Et puis, je vais faire un premier tour parce que je ne pourrais pas tout mettre ensemble. Il est un peu récalcitrant, il ne veut pas rentrer. Allez, pépère. Hop, ça, oui. Voilà. Maintenant, on va pouvoir rajouter le reste de feuilles. Ça sent bon l'ail. C'est un régal. Voilà. Et puis, ce que je vais faire pour que ça se mixe plus facilement, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive. Alors, il faudra mettre, à mon avis, un bon 2 ml d'huile d'olive parce que hier quand j'en ai fait, j'ai fait qu'avec 50 grammes de feuilles et 50 grammes de pignons et j'ai utilisé à peu près 10-12 millilitres d'huile d'olive. Donc là, vu que j'ai presque 3 fois la même quantité, je pense qu'il faudra certainement un bon demi-litre d'une bonne huile d'olive bio si c'est possible. En tout cas, quoi qu'il en soit, même si vous n'utilisez pas du bio,
utiliser les produits de la meilleure qualité qui soit possible et la plus saine. Voilà, donc on va déjà mettre ça. On va fermer. Et on va donner un petit coup. Un petit coup d'envoi. Il va falloir... voilà. Pousser un peu tout ça. Je vais même y mettre un petit peu de pignon. On va en prendre un petit peu au passage. Ça, c'est la taxe du cuisinier. On va voir ce que ça va donner. On va encore touiller encore un petit peu pour que ça nous donne vraiment une purée. Et puis on va rajouter une bonne cuillerée à café de sel. Alors là encore, utiliser soit du sel gris ou du sel rose de l'Himalaya, et puis quelques bons tours de moulin de poivre. Et c'est reparti. Encore un petit peu d'huile d'olive. Ça devrait être bon. Et c'est parti. Ok, maintenant que notre pesto est prêt, on va le mettre dans des petits pots parce que c'est plus facile à conserver. Normalement, dans le pesto, il y a du parmesan. Alors, comme là, on veut le garder pour plusieurs semaines, voire même plusieurs mois, parce que ça peut se garder au frigo 6 mois. On va pas mettre de parmesan. Le parmesan, on le mettra au moment de l'utilisation. Comme ça, on est sûr que ça ne s'abîmera pas. Ce que je vous conseille aussi, c'est avant de fermer vos petits pots, vous mettez un petit jet d'huile d'olive sur le dessus. Voilà, comme ça, ça se conserve bien. Et après ça, vous pouvez fermer. Est-ce que c'est le bon couvercle? Oui. Et vous pouvez même les congeler pour que ça se conserve plusieurs mois. Donc, n'hésitez pas à en faire plusieurs. Et puis, vous mettez ça au congélateur. Et après ça, sur une bonne tartine de pain grillé, sans gluten si c'est possible, régalez-vous, alors avec des spaghettis, dans une omelette, dans une sauce salade. Bref, les possibilités sont presque à l'infini. En tout cas, je vous remercie d'avoir passé ces quelques minutes avec moi. Et puis, on se retrouvera pour de prochaines recettes. En attendant, je suis naturellement vôtre et je vous souhaite bon appétit. Au revoir, à bientôt sur Des saveurs et des couleurs. Nous sommes à l'arrière de la maison et je suis en train d'arroser les semis qui vont être repiqués dans le bac devant dans la maison. Et pendant toute la saison, on fait des semis pour renouveler le bac ainsi que ceux
qui sont chez nos voisins, on participe, on échange. Les voisins nous apportent des choses, nous on en apporte d'autres. Et puis la mairie nous a mis un bac à disposition sur l'espace public près de l'église. Et donc il nous faut bien entendu des comestibles pour mettre dans nos bacs. Donc voilà les bébés qui viendront grandir dans les bacs de la nourriture à partager. On vérifie aussi par la même occasion qu'il n'y a pas de limaces. Et on vérifiera qu'il n'y a pas de limaces dans les bacs. Merci Véro. Avec plaisir. Bien, on a vu les trois sujets. Alors c'est du brut de décoffrage, c'est du one shot comme faisait Gainsbourg, hein, c'est la première prise, on n'en fait pas deux. Et on fait avec les moyens du bord, c'est filmé avec le téléphone portable. Et c'est ça les incroyables, on fait tout avec des bouts de ficelle. Donc vous faites la même chose. Quand vous avez vos actions, sortez vos téléphones portables, faites des petits clips vidéo. Les incroyables comestibles, maintenant, nous sommes présents dans 300 communes de France. Il y a 200 communes à l'international qui se sont lancées dans le mouvement sur 25 pays. Il faut dire que ça prend une dimension assez incroyable. Et ce que nous proposons de faire avec la télé des incroyables comestibles, c'est de relier les différents programmes pour qu'on puisse avoir tous ensemble une vision globale de ce qui se passe, puisqu'à présent, il y a des actions dans les collèges, dans les écoles maternelles, dans les maisons de retraite, dans les MJC, à l'hôpital, sur la place publique, dans des parcs et jardins. Vraiment, on a beaucoup d'actions maintenant et je crois que le moment est venu qu'on partage ensemble nos expériences pour nous mettre en marche vers ce calendrier 2018 avec Incredible Edible Todd Morden qui vise à l'autosuffisance alimentaire dans 5 ans. Il y a des villes aujourd'hui qui sont candidates pour devenir villes pilotes des incroyables comestibles et si vous arrivez à convaincre vos élus, ensemble vous pouvez faire un projet pour devenir ville pilote incroyable comestible et construire cette démarche participative citoyenne sur le territoire. Voilà, on va terminer pour cette maquette, ce numéro 0, 1, 2, 3 Soleil. Et pour terminer, eh bien, les événements que nous avons notés, et il y en a vraiment une grande quantité. On a noté dernièrement, samedi 7 juin à Paris, la ruche qui dit oui de l'âge d'or dans le 13e avec Antonin Defin qui présentera les incroyables comestibles. C'est sur le site Facebook Incroyables Comestibles Paris. Le 7 et 8 juin à l'Épicurium, le musée vivant des fruits et légumes à Avignon, on aura de belles animations avec les enfants, les incroyables comestibles, et donc en présence entre autres du Centre national de pomologie d'Alès. Là aussi il y aura des actions intéressantes. À noter également le lycée agricole de Winsenheim dans le Haut-Rhin qui participe aux incroyables comestibles. Il y aura une belle porte ouverte. Au Bagne, toujours le 7 juin, un atelier de compostage organisé par Arnaud de Jardilien au pied du Gare-Laban. Tout ça, vous trouverez les liens en dessous de notre clip vidéo sur le labo. Et puis enfin le 14 juin, la visite des élus de la commune de Louviers dans l'Eure qui découvriront le magnifique parc potager des incroyables comestibles de Louviers. Donc tout ça c'est sur nos groupes Facebook. Si vous avez des événements, postez sur l'article de notre labo vos annonces pour le prochain numéro. Et puis surtout, pensez à faire des petits clips vidéo, pensez à faire des photos, vous les postez au sein du labo et ensemble, eh bien, nous relierons les points pour créer cette dynamique avec les incroyables comestibles dans 1, 2, 3 Soleil. À bientôt, merci.